Bonjour Modeste Bougadia, vous êtes président du CDRC, le Cercle des démocrates et républicains du Congo. On vient d'apprendre par les médias que le FMI a octroyé une dot donc de 450 millions de dollars au Congo-Brazzaville, dont le but est un petit peu de résorber la dette qui est abyssale. Quelle est votre réaction? Bonjour, ma réaction c'est une réaction de tristesse. De tristesse parce que le Congo, un grand pays, aussi grand que la France, les 2 tiers de la France, avec des richesses énormes, notamment sa population, sans oublier les ressources naturelles, le pétrole, les mines, le bois, les cours d'eau. Et curieusement, c'est un pays hyper endetté. Hyper endetté parce que de ce que l'on connaît, de ce que le pouvoir a voulu nous montrer, parce que toutes les dettes ne sont pas tout à fait connues, et de près de 12 milliards de dollars. Alors, là, vous me posez la question sur les 450 millions de dollars que le FMI a accordé au Congo en guise de prêt pour résorber l'endettement du Congo. Pensez-vous qu'on peut résorber une dette de 12 milliards de dollars avec 450 millions de dollars? Je ne pense pas. Je voudrais dire ceci, que c'est un sentiment de tristesse, mais nous ne sommes pas là, comme disait le président Christian Poncelet, le président du Sénat, qui disait « il faut finir avec le temps des bilans. Il faut rentrer dans la période des actions qui vont concourir à régler le problème du Congo. » Aujourd'hui, le Congo s'est satisfait, le Congo est heureux de cette dette supplémentaire accordée par le FMI de 450 millions de dollars, sachant qu'il y a des conditionnalités pour avoir accès à ce prêt du FMI. Les conditions les plus dramatiques attendent tous les Congolais, parce qu'il va y avoir le dégraissage de la fonction publique, il va y avoir des réductions des salaires. Pour ce qui est des jeunes recrues, ils seront vite remerciés parce que ça fait partie des conditions que le FMI a imposées au Congo, de réduire le nombre de soldats et, plus précisément, les jeunes recrues. Donc, vous comprenez, mon sentiment est une grande tristesse, parce que déjà les salaires des Congolais sont misérables. Et là, le FMI vient d'imposer des conditions dramatiques pour avoir ce prêt où ils sont en train d'être heureux. Mais laissez-moi vous faire remarquer une chose. Il est dit dans les milieux spécialisés de la finance internationale que tous les ministres congolais ont au minimum 400 millions de dollars dans des comptes étrangers. Admettons, disons que parce qu'il y en a certains qui ont 800, 900 millions, disons en moyenne que chaque ministre a 500 millions de dollars dans
des comptes offshore. Il y a à peu près 30 ministres au Congo, ce qui fait 30 ministres multipliés par 500 millions de dollars, ça fait 15 milliards de dollars qui appartiennent au Congo, qui sont dans des comptes privés. Pourquoi aller s'endetter pour 450 millions au FMI, alors que la totalité des avoirs des ministres dans les comptes permet au Congo d'être excédentaire. C'est pour ça que nous pensons qu'il n'est point besoin aujourd'hui de faire des anathèmes, parce que cette situation du Congo n'est pas essentiellement celle de M. Sassou. Il s'agit de la situation que tous les Congolais que nous sommes avons posée au Congo. Certains d'entre nous ont été laxistes, ont laissé faire. Et donc, si je n'excuse pas, mais si je vois M. Sassou, son expertise à lui, ce sont les armes, ce sont les coups d'État. Mais pour ce qui est de ce qui est de l'économie, de ce qui est de la gestion, c'est étranger pour lui. Donc là, j'interpelle clairement tous les économistes du Congo, à commencer par le Premier ministre Clément Mwamba, qui est lui économiste. Il y a également M. Mathias Nzon, qui est un banquier. Il y a aussi M. Clément Mierassa, qui est économiste. Mais qu'il donne la vraie vérité sur ce prêt du FMI au Congo. À quelle sauce les Congolais doivent être mangés et à quelle sauce ils seront mangés. Ça, M. Clément Mwamba, M. Clément Mierassa et M. Mathias Nzon, en tant qu'économistes, ils doivent expliquer au Congo dans quelle situation M. Sassou a mis le Congo. Là, ce n'est plus de la politique. Il s'agit de nos jeunes qu'on est en train de sacrifier une fois pour toutes. Nous savons au Congo que les jeunes n'ont pas d'emploi, donc n'ont pas de revenus. Nous savons que ce sont leurs parents qui les font vivre. Et leurs parents sont à la retraite. Or, les retraités sont les oubliés dans les budgets de l'État congolais. Que vont devenir les jeunes dès lors où, dans les accords avec le FMI, les retraités sont sacrifiés? Voilà la situation dans laquelle M. Sassou a mis les Congolais avec cette histoire de prêt. Et j'ajoute, jamais, au grand jamais, un super endetté n'est sauvé par un endettement supérieur. Là, les banquiers le savent, les économistes le savent. Ça veut dire que l'endettement supplémentaire que M. Sassou vient de faire avec le FMI, qui leur permet de danser, de boire du champagne, c'est un endettement sur l'avenir des jeunes. C'est pour ça que j'appelle les jeunes que pour ne pas payer cet endettement-là, parce que quand il sera adulte, ce sont eux qui doivent le payer, c'est aux 30 ministres qui ont chacun 500 millions de dollars dans les comptes offshore qu'ils doivent le demander, parce que ces 500 millions multipliés par 30, ça fait 15 milliards de dollars. C'est-à-dire, on résorbe toute la dette. Et pour avoir la solution pour ramener cet argent, il n'y a que la conférence internationale qui a le mandat de faire rapatrier cet argent. La conférence nationale ne peut pas résoudre ce problème-là. Ce n'est que la communauté internationale, c'est-à-dire les Nations Unies, qui seront en mesure d'imposer à la Chine de rendre l'argent des bouillards qui se trouve
en Chine là-bas dont la Chine ne veut pas, puisque de nos contacts en Chine, le président Xi Jinping a dit clairement à M. Sassou, dites à vos ministres d'acheter de la marchandise par rapport à leurs avoirs qui se trouvent dans les banques chinoises et d'aller les vendre. Mais s'il y a la conférence internationale, je crois que le rapport de force pourra changer entre la Chine et le Congo par le biais de la communauté internationale, c'est-à-dire les Nations Unies. Voilà ce que je peux dire pour l'heure sur cet emprunt ridicule accordé par le FMI à M. Sassou. Il y a une loi française et en vertu de cette loi, nous pouvons considérer, et je pense que ce n'est pas utopique, de le considérer ainsi, que les 450 millions de dollars accordés par le FMI sont des indemnités de départ pour que les ministres de M. Sassou et lui-même prennent de très bonnes vacances parce qu'on ne peut pas imaginer un pays aussi puissant que le Congo, aussi riche que l'Angola, que ce dernier pays, l'Angola donc, a refusé du FMI 4 milliards 500 millions de dollars. Qu'est-ce qui a empêché Sassou de refuser 450 millions de dollars? Il y a quand même un problème. D'un côté, on refuse une aide ou un prêt de 4 milliards et demi, et de l'autre côté, on fait la fête pour 450 millions de dollars. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Voilà, je pense que aujourd'hui, comme le disait le président du Sénat, Christian Poncelet, ce sont les solutions dont nous avons besoin. Et les solutions pour régler le problème du Congo, pour qu'il y ait de la concorde, c'est d'être assisté par la communauté internationale parce que le Congo fait partie, est membre intégrante de la communauté internationale. Ce n'est que cette communauté internationale-là qui nous permettra d'assainir toute la situation du Congo, qu'elle soit politique, sociale, économique ou financière. Les dialogues, tels que ça s'est présenté, ça va ressembler au dialogue d'Evo, de Brazzaville, de Dolisie, de Sibidi. Ça n'apportera absolument rien parce que les Congolais ont montré leur capacité à ne pas résoudre les problèmes. Donc aujourd'hui, il nous faut l'assistance de la communauté internationale afin que tous les Congolais, unis dans un même élan, sans distinction aucune, nous nous retrouvions autour de cette grande table, autour de ce grand Kanza, autour de ce grand Bongi, de veiller sur le nouveau départ du Congo que nous souhaitons tous et que, à l'issue de cette conférence-là, nous mettons fin au changement constant des constitutions pour accéder à la présidence de la République. La Constitution des États-Unis n'a jamais varié et elle a été modifiée par des amendements. La Constitution de 1959, la française, n'a jamais été changée et elle a été amendée lorsque le besoin se faisait sentir. Mais pourquoi au Congo, lorsqu'on veut être président, on est obligé de changer de constitution? C'est pour ça que, au niveau de la conférence internationale, nous devons nous atteler à élaborer une constitution qui sera une constitution pérenne, sans que quelqu'un d'autre la change. Et c'est aussi cette manière-là qui nous permettra
d'enlever la constitution de novembre 2015 qui est essentiellement un permis de tuer accordé à Sassou Nguesso et à son parti, le PCT, pour tuer des Congolais. Ce que je dis n'est pas aberrant. C'est un permis de tuer dès lors où il a fait main basse sur la présidence du Congo. Le premier acte posé par Denis Sassou, c'était d'aller bombarder la région du Pôle en commettant un crime d'État en utilisant les forces d'État. Parce qu'il sait très bien que l'article 96 de sa Constitution lui permet d'échapper à toute poursuite. C'est pour ça que, comme la communauté internationale avait reçu cette Constitution et je n'ose pas penser qu'ils avaient reçu cette Constitution et l'ont mis dans un placard. Sachant que ce n'est que le Congo, donc on peut mettre cette Constitution au placard. Ce sont des gens qui sont soucieux de ce qu'ils font. Ça veut dire que cet article-là est passé à travers les mailles. Et c'est donc à la communauté internationale de rattraper le mal qu'ils ont fait pour retirer le permis de tuer accordé à M. Sassou.